Avec une hausse du nombre de défaillances d'entreprises, en 2024, nous vivons une véritable hécatombe dans le monde de l'entrepreneuriat, avec des marchés extrêmement tendus, pas mal d'impayés, des inquiétudes concernant l'avenir par rapport à un contexte politique, social, économique qui devient assez tendu, et peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez sûrement beaucoup de personnes qui disent qu'aujourd'hui, ils doivent fermer leur boîte, ou peut-être que vous voyez aussi des personnes qui parlent de ralentir, de moins viser la performance, les surobjectifs, et peut-être même que vous, en tant qu'indépendant, entrepreneur, vous posez des questions, soit c'est tendu pour vous, soit vous dites, ok, est-ce que je vais devoir retourner au salariat, ou c'est déjà en cours, ou alors vous avez envie de continuer, et vous dites, ok, ça demande plus d'efforts, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je souhaite vous apporter justement une mise en perspective et des conseils pour savoir où mettre vos priorités. Et je vais aller dans le concret. Je suis pas là pour vous annoncer une méthode miracle, pour vous dire voici exactement le truc qui va révolutionner le monde pour sauver votre business. Non, j'ai pas cette prétention. C'est plutôt vraiment une prise de recul, donner aussi mon opinion sur ce qui se passe, mais également comprendre le contexte global et arrêter d'être juste sur des avis par-ci par-là où vous voyez beaucoup de ça c'est mort et maintenant le nouveau truc c'est ça, ou alors beaucoup de choses qui sont pas pour moi assez concrètes parce qu'on est tout le temps dans soit tout va bien, on ignore, soit tout va mal, c'est la catastrophe. Non, il y a des problèmes en ce moment et c'est réel, un environnement, un contexte qui est tendu et il y a aussi des solutions et des choses qu'on peut faire. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui différencie ceux qui aujourd'hui peut-être ont du mal et ceux qui arrivent à s'en sortir. Surtout si là vous perdez un peu peut-être de l'enthousiasme, de la motivation, tête dans le guidon à comment je peux sauver ma boîte, où sont mes priorités, je me disperse, c'est quoi le contexte, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que je dois lâcher prise, est-ce que je retourne au salariat? Prenez le temps, vraiment prenez le temps. Posez-vous et écoutez ce que j'ai à vous dire. Je vous propose cette masterclass qui est entièrement gratuite. Et si je la fais, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'échanges, de demandes. Et je me suis dit, je voulais poser les choses, prendre le temps de développer le sujet et vous apporter du concret sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les ressources qu'on a dans un contexte d'incertitude, un contexte tendu, pour aller vraiment aussi utiliser votre temps, votre énergie, votre argent sur les bonnes choses. Donc, si vous êtes prêts, on y va et je vais justement passer sur les petites slides que j'ai préparées pour vous aider à mettre tout ça en perspective. On va voir plusieurs points, notamment les priorités pour maintenir et développer votre activité dans ce contexte où peut-être vos ressources en termes d'enthousiasme, en termes d'énergie, de temps, d'argent sont limitées. Également, comment vraiment comprendre ce qui a vraiment changé. C'est quoi le fond? Parce que je pense que beaucoup parlent de la forme et des problèmes de forme, des problèmes superficiels, genre c'est la crise, c'est tendu, il y a des impayés, ça va pas et tout. Mais ok, mais on a compris, mais c'est quoi qu'il y a derrière? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça peut être plus difficile? Parce que résoudre un problème, c'est comprendre le vrai problème derrière le problème perceptible. Et je vais vous montrer que sur la partie visible de l'iceberg en dessous, il y a vraiment des réels problèmes aujourd'hui que peu comprennent ou sont prêts à entendre. Et là, je vais être full honnête avec vous et je vais vraiment vous dire ce qui se passe en off. Également, les bonnes et mauvaises stratégies, parce qu'en ce moment, oui, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations et il faut savoir vers quoi aller. Et encore une fois, je suis pas là en posture, je sais tout et j'ai des solutions à tout, c'est plus, ok, j'observe, voici ce qui se passe et voici sur vos priorités, là où vous devez mettre des efforts si vous voulez continuer, soit à maintenir une activité, soit à vous développer. Également, vous allez voir là, ce qui fait que là, en fait, ce qui se passe dans beaucoup de marchés, on est en train de réguler, ça se régule parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de choses, il y a un contexte et du coup, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière le mot régulation et surtout, qu'est-ce qui fait que certains arrivent à s'en sortir en ce moment et pourquoi d'autres sont en train de couler et voire retourner au salariat et fermer leur boîte. Je vais vraiment vous expliquer ce qui fait la différence et puis les leviers à actionner parce que moi je suis dans le concret, j'aime vous donner des conseils aussi qui, là, ok, le moment où je publie cette masterclass, nous allons rentrer vraiment dans le début de l'été 2024 et ça, vous pouvez le bosser pendant l'été, vous préparer notamment pour la rentrée, mais ne laissez pas trop passer. Il faut vraiment que vous preniez du temps là. Si l'été, vous avez plus de temps libre, de vous concentrer sur ces points-là et vous allez voir, c'est pas toujours ce qu'on pense. Si je le fais, c'est avant tout pour les personnes qui sont indépendantes, entrepreneurs, parce qu'en ce moment, la majorité des défaillances d'entreprises qui touchent les micro-entreprises, auto-entrepreneurs, également les TPE, PME. Et si vous voulez vraiment en vivre, continuez à en vivre. Si vous ne voulez pas retourner au salariat, aujourd'hui vous dites, ok, je sens que là c'est dur, j'ai besoin de sécurité, mais j'ai pas envie non plus de revenir en arrière. Aussi, vous avez besoin de vous relancer, vous pivoter, structurer, parce que c'est peut-être le chaos, ou alors ça va, mais
ça demande plus d'efforts ou ça vous correspond plus. Et là, vous vous dites, ok, bon, j'ai envie de profiter de ce moment pour changer les choses et relancer mon activité. Peut-être aussi que vous avez, on l'a vu, une notion de santé mentale et santé physique qui sont encore importantes et que vous avez envie de continuer à les cultiver. Et c'est pour ça aussi que moi, c'est important d'apporter cette notion-là parce que je pense le but n'est pas non plus de vous ruiner votre santé, d'aller contre vos valeurs pour vous en sortir, parce que c'est aussi un sujet qui est important. C'est pour ça que beaucoup de personnes, j'en ai parlé au début, disent que là, bon, on a beaucoup poussé pendant des années. En ce moment, peut-être que la course aux chiffres, c'est finalement pas le but final. Et je précise aussi que s'il y en a parmi vous qui ont besoin de se recentrer sur des priorités, vous avez en descriptif une checklist gratuite avec un diagnostic. Vous répondez à des questions, ça va vous prendre franchement 10 minutes. Vous pouvez l'ouvrir et vous le ferez après la masterclass. Continuez à aller au bout, ouvrez et faites ce diagnostic. C'est ultra important. Parce qu'en fait, vous allez avoir justement une checklist où je dis voici vos priorités dans l'entrepreneuriat et voici selon les scores que vous avez là où vous devez mettre le focus. Parce que c'est le vrai enjeu. Aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être un peu perdu dans une tonne d'informations et de choses. Et nous avons créé ce diagnostic pour vous aider. C'est gratuit, à prendre du recul, à comprendre les piliers importants et savoir, bon ok, selon ce que j'ai répondu, mon score, voici mes priorités, voici ce que j'ai à faire en ce moment. C'est vraiment l'art de prioriser. Vous le savez, hein, quand on ne sait plus quoi faire et que là on se dit il faut que je relance la machine et tête dans le guidon, c'est la pression, là vous prenez du vrai recul. Donc ouvrez, vous allez pouvoir recevoir l'accès à cette checklist et ce diagnostic, c'est entièrement gratuit, mais continuez à écouter ce que j'ai à vous dire. Parce que le game, il a changé. Si je dis que le game a changé, c'est parce que je suis dans le game depuis très longtemps, notamment du web, du digital, du marketing, du business. Et j'ai vu les écosystèmes depuis l'Amérique du Nord où j'étais pendant la fin de mes études, parce que moi, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. Et ce que je voyais arriver en France, même si ça s'est harmonisé maintenant, c'est vrai que fin des années 2000, l'Amérique du Nord était extrêmement en avance sur la France. Si je vous fais un historique très rapide, je vais pas aller dans les détails parce que sinon, ça serait trop long. Mais moi, en 2010, quand j'ai commencé, ce qui était à la mode, c'était vraiment le blogging, c'était le fait de créer du contenu, mais de le référencer, le SEO, les forums, tout ça. 2012, on a commencé à voir YouTube qui arrivait en force, mais c'était encore très marginal, mais c'est là que je suis lancé. 2014, YouTube commençait à s'installer de façon sérieuse, on a commencé à avoir les premiers influenceurs, YouTubeurs, mais c'était encore très marginal, mais ça arrivait, et puis beaucoup de personnes commençaient à comprendre que le web, il y avait un impact, parce que 2010, je peux vous dire que beaucoup pensaient encore que aller sur les réseaux sociaux, ça n'avait pas de sens, parce que je travaillais dans le digital, donc je voyais les boîtes qui étaient très réticentes, alors que 2014, ça commençait à être accepté. 2016, c'est vraiment pour moi l'apogée et l'Eldorado en termes de tout ce qui se faisait, notamment dans la formation en ligne, le coaching, tout ça, c'était encore nouveau, mais tout le monde y allait, c'était frais, et pour moi, c'était un gros pic parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs, mais ça restait quand même dans quelque chose qui était... je dirais dans une dynamique où les gens étaient encore enthousiastes, ils avaient envie d'y aller, il y avait, comme dans tout, hein, il y a les dérives, tout ça, mais je crois qu'il y avait vraiment une envie de développer, il y avait beaucoup de programmes en ligne qui étaient longs, des lancements et tout, et 2018, ça y est, on tourne en 2018, on a commencé à voir les premiers signes de lassitude, les premiers signes de saturation, les premiers signes aussi de, bon bah là, ça fait un moment qu'on voit beaucoup de gros programmes qui sortent et les gens ils vont pas au bout, etc. Et il y a eu commencé à avoir la mode du high ticket, et je vais en revenir sur les modes après, mais il y a commencé à avoir des nouvelles modes, des nouvelles tendances, plus de bling bling aussi parfois, qui commençaient à arriver, et 2020, hop, on a eu un gros pivot. Et 2020, là, ce qui a changé en 2020, c'est que beaucoup se sont lancés à ce moment, parce que tous ceux qui étaient déjà là, ben, ont continué, et j'en fais partie, mais beaucoup de personnes qui étaient salariées, qui se sont retrouvées chez eux à se remettre en question, se sont dit, je vais peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais peut-être lancer ma boîte pendant le confinement ou après. Et il y a eu une sorte de grosse vague de personnes qui se sont lancées en indépendant entre 2020 et 2021. Et 2022, le marché a commencé à montrer des signes de saturation et a commencé à tourner. Et dans beaucoup d'industries, immobilier, tout ça, 2022, ça a été une année, tout le monde s'en rappelle, après les élections, il y a eu une sorte de gros trou d'air. Mais c'est très global. Forcément, il y a toujours des exceptions, mais je peux vous dire que, de façon globale, le faux rebond qu'il y a eu en 2021, de 2020 est passé, 2021, tout le monde se lance enthousiaste, les marchés repartent et tout, et 2022, ah ben non, en fait, c'était un faux rebond, on a mis les entreprises sous perfusion, etc., ils commencent à avoir des dettes, et là,
Finalement, c'est saturé. Finalement, c'était pas si l'Eldorado que ça. Et puis là, des remises en question. Et 2023-2024, ça a commencé à montrer les signes dont je vais parler. Et c'est ça qui fait que je voulais vous montrer juste l'historique. Notamment, je sais que je parle beaucoup du web parce qu'on est sur Internet, mais c'est global. C'est qu'il y a eu la crise, justement, de 2008, qui a eu des impacts, mais 2010, 2012, 2014, etc., tous les 2 ans, il y a une dynamique qui est repartie sur des nouveaux usages, notamment sur Internet, et des nouvelles façons d'entreprendre. Et c'est vrai que fin des années 2000, c'était vraiment la mode des startups. Tout le monde lançait sa startup sur réseau social, etc. Ensuite, c'était les créateurs de contenu. Ensuite, c'était les écoles en ligne, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive, oui, à une saturation. Et c'est une réalité. Et il y a une sorte de bullshit ambiant. Et je veux qu'on arrête avec ça. Parce que vraiment, en ce moment, j'en ai marre. En fait, je suis désolé. C'est un peu un coup de gueule. Mais je pense que aujourd'hui, vous le voyez beaucoup, beaucoup, et ça, je comprends même pas comment ça marche. T'as Jean Robert qui a fait je sais pas combien de centaines de milliers d'euros en 1 mois, 2 mois. Il vient de lancer son truc. J'ai lancé mon SaaS, j'ai lancé mon dropshipping, j'ai lancé ceci, cela, et voici mes super chiffres. On ne sait pas d'où ça sort, on peut pas vérifier. Il y a toujours ce truc et l'escalade, des interviews, tout le monde fait son podcast, tout le monde est millionnaire. Et je me mets à la place de quelqu'un qui est là en train de dans une réalité de l'entrepreneuriat qui voit ça et qui se pose des questions. C'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que ça marche vraiment, moi est-ce que je suis pas nul parce que j'arrive pas à avoir ces résultats, et en fait le problème avec ça, je peux pas dire si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est juste que ça n'a pas de contexte, on peut pas vérifier, on ne sait pas d'où ils sortent, et puis il y a ce truc de surenchère qui fait que parfois on dit aussi il faut absolument créer du contenu sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Voici la stratégie pour percer, pour être visible. La visibilité, tout le monde court après la visibilité. J'en vois même des débutants qui se lancent dans des trucs de visibilité et quand tu leur demandes mais ok, mais c'est quoi ta stratégie, c'est quoi ton offre? Rien. Et c'est ça aussi, d'ailleurs le terme stratégie est important parce que je vais revenir sur le fait que parfois on n'est pas sur les bonnes stratégies. C'est bien d'être visible, mais être visible c'est pas suffisant et je vais y revenir après. De même qu'il y a le truc, il y a une grosse mode, ça s'est un peu calmé là parce que en fait maintenant c'est le contre-coup. Vous savez, c'est toujours des modes. Ça je vous dis, j'ai le recul. Il y a des modes qui arrivent. Voici les routines de millionnaires, douche froide, Miracle Morning, tout ça. Et puis après, la nouvelle mode, bah non, il n'y a pas besoin de faire ça parce que ceci, cela est toujours on va dans l'excès et puis on contrebalance, finalement c'est pas ça. Mais peu importe, on pense qu'en suivant des routines, et là, il y a une grosse mode de la productivité là depuis 2020 qui est revenue en mode productivité, tu suis des routines et puis finalement t'as plus de vie sociale et tu vois plus les autres et tu te penses au-dessus. Le truc fondamental, c'est en ce moment, ça c'est mort, maintenant c'est ça, les webinars c'est mort, le high ticket c'est mort, les formations en ligne c'est mort, le dropshipping c'est mort, MLM c'est mort, ceci c'est mort, ça c'est mort, et maintenant c'est ça le nouveau truc, et en fait il y a une sorte de fausse révolution de, finalement on se rend compte que les gens font de leurs opinions des faits. Il y a des choses qui marchent et qui marchent pas, et c'est pas lié qu'à un format et tout, c'est lié aussi à des niches, à un contexte, à des façons de faire, à des... Parce que par exemple, il y en a plein qui me disent en ce moment, les webinars, c'est mort. Moi, c'est une stratégie qui fonctionne encore mieux qu'avant aujourd'hui. Mais à l'opposé, il y en a qui vont vous dire la nouvelle stratégie des webinars qui cartonne, et si on creuse finalement, la structure de fond n'a pas fondamentalement changé. On veut réinventer la roue, c'est comme les challenges. Finalement, les challenges, c'est quoi ? C'est des formes de lancement qu'on a finalement repackagées en quelque chose de plus interactif, plus actionnable, parfois en live, là où avant on faisait des lancements où finalement ça pouvait être des challenges. Non mais c'est pour vous dire qu'on aime bien réinventer la roue, mais finalement le fond n'a pas fondamentalement changé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça montre qu'il y a des choses qui restent et qu'on veut à chaque fois se dire copie-colle ma méthode, fais comme moi, mais finalement, en fait, on ne comprend pas les fondamentaux derrière. Et ça non plus, c'est pas bon. Si on vous dit copie ma méthode, c'est ça qui marche, c'est ça le truc ultime, généralement, c'est qu'il y a un problème parce que c'est comme deviens copywriter, deviens closer setter, deviens ceci, cela. Et finalement, en fait, vous devenez un clone, deviens coach. Et encore une fois, le problème, c'est pas le métier. C'est que vous vous enfermez dans un métier et il n'y a pas de différenciation. Il n'y a pas de positionnement clair. Et là, on envoie des clones, on envoie des milliers de personnes qui sortent de ces programmes-là et de ces formatages-là et qui arrivent sur le marché. Et puis les gens comme moi, par exemple, on se retrouve tous les jours avec plein de messages privés de monteurs, de copywriters, de closers qui envoient les mêmes types de structures ou les mêmes façons de prospecter qui peuvent parfois être saoulantes. Et après, on se dit, mince alors, ils sont des dizaines comme ça, mais il n'y a aucune différence, il n'y a aucune subtilité, il n'y a aucune façon de réussir à s'en sortir. Et je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir comme ça, parce que quand vous en recevez 10 clones par jour, et même quand vous allez scroller sur Instagram, vous voyez 10 fois les mêmes pubs, j'aide les coachs et les thérapeutes à ceci, cela, on ne peut
pas se dire ça va, c'est logique. Mettez-vous à la place de l'utilisateur lambda qui va sur Instagram et qui se tape 10 pubs en une minute avec le même script. Ça c'est mort, maintenant c'est ça. Ou alors t'es coach thérapeute, voici une stratégie pour trouver des clients. Et c'est une nouvelle méthode parce que ça marche plus et on tape sur les concurrents. Et finalement on se rend compte que dans le fond c'est la même chose qu'avant. Il faut le dire. Tu peux pas être là en se disant il n'y a pas un problème. Donc la réalité c'est que oui, ça il y a un contexte. Il faut le prendre en compte. Il y a un contexte. Il y a un record d'impayés. Mais pourquoi? C'est aussi lié à des modèles obsolètes. Des modèles obsolètes de surpromesses, de stratégie marketing où les gens sont éduqués et on ne peut plus utiliser des modèles d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans aujourd'hui. Par contre, encore une fois, c'est la subtilité. Quand je dis que des modèles sont obsolètes, ça ne veut pas dire que la psychologie humaine et les leviers de la vente et du marketing sont obsolètes. C'est juste les façons de le faire. Pareil qu'il y a beaucoup d'abus, forcément, comme il y a eu pendant des années une perte de confiance, notamment on a vu ça avec le mouvement, les gens maintenant aujourd'hui sont très méfiants sur le web parce que entre les influenceurs, entre les certains infopreneurs, ce qui s'est passé, il y a eu une perte de confiance, les gens ont payé très cher avec du fameux high ticket et ils n'ont pas eu la valeur qui était promise et ils se retrouvent là, justement on les a envoyés dans des métiers, ils ont été certifiés de je ne sais pas quoi et puis aujourd'hui ils sont sur le marché sans rien, et forcément c'est normal qu'il y ait une perte de confiance parce que comme il y a eu beaucoup d'acteurs, il y a eu beaucoup de choses, il y a de tout. Du très mauvais, du très bon. Mais quand un marché a beaucoup d'acteurs, généralement, ça élève pas le niveau. Beaucoup disent que ça élève le niveau. En vrai, non. Quand il y a plus de monde sur quelque chose, comme un réseau social, quand il commence à avoir beaucoup de monde sur un réseau social, on voit ce qui se passe sur la qualité des commentaires, des échanges et tout. C'est exactement pareil. Ça ne peut que, quand quelque chose touche la masse, ça ne peut que amener à un nivellement par le bas, parce que c'est un phénomène, c'est comme ça. Plus il y a du monde, moins le niveau est élevé. Mais c'est comme les groupes. Un trop gros groupe a tendance à faire baisser la qualité des prises de décision. Et ça, on apprend ça en management. Quand vous dépassez 7 personnes, par exemple, dans un groupe, et c'est pour montrer la partie psychologique, généralement, les décisions sont moins bonnes. Ça veut dire que trop de monde, c'est pas bon. et du coup, le marché a une tendance à... On a dit que ça s'est professionnalisé dans la forme, mais dans le fond, c'est autre chose. Et donc, du coup, il y a des frustrations qui se créent. Il y a des frustrations, j'y arrive pas, on m'a promis que ça allait réussir, je me compare à des gens qui montent des chiffres, et j'y arrive pas, et puis de la jalousie. Parce que quand vous avez des gens qui n'y arrivent pas et qui voient d'autres personnes qui réussissent, qu'est-ce que ça crée? De l'envie. Il y a la frustration, mais aussi, mais pourquoi t'arrives et pas moi? Je comprends pas. Et ça, c'est une réalité. Le plagiat, c'est devenu une norme. J'en ai parlé dans une dernière vidéo il y a 3 mois. Mais beaucoup d'acteurs sur le web s'en plaignent parce qu'il y a des gens, comme ils y arrivent pas et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient les autres. Ils se disent, lui, ça marche, je vais prendre ces trucs, ça a l'air de marcher, je vais copier. Et ça, c'est un phénomène qui s'est amplifié depuis 2 ans, le plagiat. C'est devenu, aujourd'hui, ça va très vite. On fait un truc, tout de suite, c'est copié. Et puis de même qu'il y a beaucoup d'incompréhension, je suis incompris. Et puis il y a beaucoup d'experts qui perdent confiance parce qu'ils se disent, mais moi, je suis bon dans ce que je fais, je vois tout ça. Je vois ce nivellement vers le bas de mon marché et je vois que ça baisse, le niveau baisse. Moi, je suis bon dans ce que je fais, je partage du contenu de qualité et je comprends pas. Et ça crée l'expert incompris qui se dit mais je travaille bien et pourquoi ça marche pas? Et je mets du cœur à l'ouvrage, je m'applique, je dis ce qu'on m'a dit de faire, mais pourquoi ça marche pas? Ça, c'est la réalité. Et il y a un moment, je vous ai dit, je suis pas là pour vous bullshiter, je suis pas là pour faire genre tout va bien dans le monde, dans le meilleur des mondes. C'est une réalité de notre marché dont personne n'ose parler. Et je parle même pas de peut-être le côté un peu pyramidal du monde du coaching où je vais former quelqu'un et on crée des coachs de coach, etc. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait depuis pas mal d'années. J'ai parlé depuis facile 2017-2018, ça s'est amplifié. Mais le problème, c'est qu'on parle de révolution, on va révolutionner. Aujourd'hui, c'est plus ça qui marche. Les formations, c'est mort. Le podcast, c'est mort. Non, c'est pas. Ça cache toutes les fausses révolutions dont j'ai parlé, ce qui est plus, on va dire, viable aujourd'hui. Ça cache finalement les choses qui sont identiques à avant. C'est qu'on parle de révolution, mais finalement, en fait, c'est juste de la forme, c'est du packaging. On change le packaging, mais le fond reste le même. Et du coup, le vrai problème derrière le problème, c'est quoi selon vous? C'est quoi le vrai problème? Il y a une réalité,
et ça c'est dans plusieurs industries, les marchés se régulent après une saturation. Beaucoup de gens et énormément d'acteurs se sont lancés durant l'année 2020-2021. Il y a eu trop d'acteurs. Par exemple, dans l'immobilier, il y a eu une explosion des agences. Au bout d'un moment, forcément, l'offre dépasse la demande. J'ai même fait une blague à un moment, j'ai dit, avec tous les nouveaux coachs, est-ce qu'il reste des coachs à coacher? Et est-ce qu'avec tout le monde qui est entrepreneur et qui aide les entrepreneurs, est-ce qu'il reste des entrepreneurs à aider? Mais c'est logique, c'est qu'au bout d'un moment, quand l'offre dépasse la demande, tout le monde qui offre ne peut pas toucher tout le monde, parce qu'il y a un moment, il y a trop de monde. Donc quand il y a trop de monde, ça se régule. Ça se régule dans le sens, il y en a qui vont mourir et d'autres qui vont rester. Et c'est pour ça que je vous fais ça, c'est vous expliquer pourquoi certains restent et d'autres disparaissent. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est aussi un chiffre, parce que moi, je suis allé voir les chiffres, j'ai pas voulu rester sur mon opinion, mon avis. Quand je suis allé voir les chiffres, notamment sur l'INSEE, sur les statistiques et tout, la majorité des boîtes qui ferment en ce moment sont des boîtes qui se sont lancées après 2020. Il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps qui ferment, mais je vous dis, la majorité, ce sont des personnes ou des entreprises qui se sont lancées en 2020, donc qui sont récents, donc qui n'est peut-être pas assez solide, ancré. Je veux vous éviter ça, mais oui, il y a une attaque des clones. Au bout d'un moment, il y a trop de clones, il y a trop de personnes qui font la même chose, ça se régule, c'est naturel. Et même, il y a encore un problème de fond dont personne ne parle. C'est que je crois qu'il y a aussi une mode de devenir CEO et de devenir entrepreneur. Et ça, c'est vraiment une mode, parce que je le vois, parce que vu que j'accompagne des personnes aussi, et que je suis là depuis très longtemps, je vois que c'est devenu une mode. C'était déjà une mode en 2010, mais là, je pense qu'il y a eu peut-être un problème de voir le business comme un hobby et de ne pas voir son activité comme une vraie entreprise. Ça veut dire que les gens gèrent leur business aujourd'hui comme si c'était une association ou un hobby, ou comme si c'était fun. On regarde sur les réseaux, je suis CEO et je me filme sur la plage et tout, et avec mon laptop en train de bosser, le lifestyle CEO. Mais oui, mais ça c'est ce qu'on voit, mais dans la réalité, gérer une boîte, il y a des codes, il y a des choses qu'il faut savoir. Je vais vous les montrer parce que je vais vous parler de trucs dont j'ai l'impression que personne n'en parle, alors que c'est les bases pour gérer une entreprise. Et je crois que c'est le vrai problème aussi de fond. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas gérer une entreprise. Et même si vous êtes auto-entrepreneur, donc micro-entreprise, ça demande de savoir gérer. Et je vous en parle parce que j'ai déjà, forcément, je suis dans le game depuis longtemps, j'ai eu différentes structures, et il y a des fois où j'ai eu des moments qui étaient chauds, et je peux vous dire qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais que les fois où j'ai failli planter une de mes boîtes, ou les fois où ça a été chaud, c'était justement parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas, ou que j'ai pas anticipé, et j'ai appris à le faire. Mais ça fait une différence. Ça, c'est un point fondamental. Et même pire, il y a aussi un phénomène en ce moment j'appelle, moi, ça c'est vraiment mon mot, le grand désengagement. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un enjeu même pour les entrepreneurs qui recrutent, réussir à trouver des gens qui ont encore envie de bosser. Il y a difficulté avec l'engagement. Et ça, c'est aussi, pour moi, c'est plus profond que juste l'entrepreneuriat, c'est social. Depuis 2020, c'était déjà là, mais ça s'est empiré. C'est qu'on a moins envie de faire d'efforts. C'est qu'on est lassé, il y a moins d'enthousiasme, il y a, si vous voulez faire des événements, c'est plus dur de faire les gens se bouger. Si vous avez des gens qui, ça, je suis sûr que ça va vous parler. Vous faites peut-être des devis où des gens sont intéressés par ce que vous faites et vous n'avez pas de réponse. Après, les gens ils vous sollicitent et puis finalement non. Ou alors vous faites un événement, il y a beaucoup d'absentéisme, où ça demande plus d'efforts. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous devez lui envoyer 10 000 relances pour être sûr qu'il soit au rendez-vous. Il y a beaucoup de no-show. Le grand désengagement. Ça, c'est social. C'est même quand on recrute, et je suis en première position pour le dire, c'est devenu difficile de trouver des gens qui ont vraiment envie de bosser. Donc ça, c'est un phénomène sur lequel moi, j'ai pas un pouvoir énorme, parce que ça me dépasse, mais je peux vous dire qu'à niveau de management, tout ça, c'est manifeste. C'est un sujet. Et ce sujet-là, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, il faut réussir à plus engager les personnes. Plus peut-être faire d'efforts sur ça, plus réussir à motiver ses équipes, plus réussir à garder ses clients qui vont être peut-être moins engagés parce qu'il y a un phénomène. Je vous dis, c'est une réalité. Mais la vraie question, donc ok, on a compris, ça c'est un peu ce qui se passe, mais je suis pas là pour vous plomber, c'est juste être conscient d'un contexte, d'un mode de
pensée globale et aussi voilà, c'est comme ça. Maintenant, je fais quoi? Il reste de la place, oui, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Parce que le contexte, c'est qu'il y a plus de concurrence et d'acteurs, il y a un climat de méfiance et d'incertitude, il y a un pouvoir d'achat qui en ce moment est plus compliqué, notamment pour les Français et pour certains pays d'Europe. Et quand je dis pouvoir d'achat, il y a pouvoir d'achat pour certains, c'est réel, mais il y a aussi une tendance à plus épargner, parce qu'il y a une réalité, et ça on a pensé en économie, en période plus tendue, comme en ce moment, les gens ils réfléchissent plus à comment ils dépensent leur argent, et parfois ils vont plus le stocker. Ils vont stocker. Donc, en ce moment, il y a ceux qui sont en capacité de le faire, épargnent beaucoup plus plutôt que d'utiliser l'argent et même d'investir. C'est juste, je stocke. Parce que comme j'ai peur et comme l'économie est incertaine, je garde de l'argent au cas où. Donc, ce qui fait qu'ils vont moins aller, tiens, hop, j'achète sans réfléchir. Plus prudent. Donc ça, c'est un contexte économique. Il y a également l'accès au savoir qui est plus facile. Aujourd'hui, les gens, ils veulent de l'information dans leur tête, c'est gratuit, et avec les IA en plus, pourquoi j'irais payer pour de l'info? Donc, on n'est plus comme avant où l'info pouvait être plus rare. De même que savoir, voilà, je sais des choses, comme l'information est accessible, ça ne suffit plus. Donc maintenant, ça demande de passer à un autre niveau, ça demande de s'élever, et ça demande aussi de prendre en compte la santé mentale et physique, parce qu'en ce moment, on voit que beaucoup plus de personnes ont peut-être tiré sur la corde, et les gens, ils sont beaucoup plus aujourd'hui conscients, et ils font beaucoup plus attention aux problématiques de burn-out, aux problématiques de tenir sur la durée, aux problématiques de santé. Ça aussi, c'est réel. Donc ce qui amène justement à quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à leur place, qui sont dans cette société parce qu'ils sont un peu perdus et beaucoup de remises en question, et ils sont peut-être pas à leur place parce qu'ils sont pas sur le bon positionnement, je vais y revenir après. Ils sont pas adaptés à des changements du marché et ce contexte dont j'ai parlé, parce que peut-être qu'on n'en a pas conscience. Donc maintenant, vous pouvez pas dire je ne sais pas. Je vous ai donné le contexte. Voilà, il faut s'adapter. On n'a pas de pouvoir dessus, j'ai pas de pouvoir sur le désengagement des gens, donc qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter? Pareil, ignorer l'état d'esprit ou le contexte. Ça, c'est une grosse erreur que je vois beaucoup. Les gens font comme si de rien n'était, comme si tout était parfait et que voilà, Non, il y a un état d'esprit en ce moment, il y a un contexte, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas s'arrêter dessus et prendre des décisions, on va dire, intemporelles dessus, mais juste le prendre en compte à l'instant T. De même que, faut pas réinventer la roue. Je vous ai dit, on fait des fausses révolutions, alors que la réalité, c'est la même. Et puis surtout, s'alourdir. Ça, je crois que aujourd'hui, ceux qui peuvent avoir des problématiques sont ceux qui ont trop de charges, notamment financières, contre un système trop compliqué, ou alors des structures trop rigides. Et du coup, on s'adapte pas, on reste dans de la lourdeur, ou on reste sur des modèles obsolètes, et on n'arrive pas à se réinventer. Donc ça, c'est ce qui peut provoquer des problématiques aujourd'hui. Ça peut, ce dont j'ai parlé avant peut provoquer le fait de je suis pas à ma place, j'arrive pas à m'adapter, je prends pas en compte l'environnement, je suis trop centré sur moi et mon activité, j'essaie de réinventer la roue et de révolutionner des trucs alors que je connais pas les fondamentaux, et je devrais plutôt me concentrer sur révolutionner quoi? Peut-être ma façon de faire, mon marketing, ma communication, mais pas le fond. Et puis surtout, il faut s'alléger. Ça, c'est une réalité. Donc, ce que je veux vous montrer, pour moi, c'est que là, il est important de comprendre les fondamentaux, de comprendre également comment vous différencier en termes d'unicité, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de clones, il y a une régulation qui se fait, et puis aussi et surtout d'avoir une vraie et réelle stratégie, mais une vraie et réelle stratégie, quelque chose qui fonctionne, parce que vos ressources, temps, énergie, argent sont limitées. C'est quoi ma stratégie en ce moment? Donc il faut prendre des bonnes décisions, et je vais vous aider là, justement, maintenant, à prendre ces bonnes décisions. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va y aller. Déjà, je veux que vous différenciez le plan d'une stratégie. Parce que tout le monde parle de j'ai un plan, il faut planifier, j'ai un plan. Un plan est basé sur la répétition. J'ai un objectif et je sais qu'il faut être régulier, je répète, je répète. Il est basé sur les objectifs. Un plan, c'est finalement des étapes ou un chemin pour aller à une destination, un objectif. Un plan, on va suivre un déroulé. Mon plan, j'ai prévu des étapes, je suis mon plan, c'est classique. Je vais aussi l'exécuter, qui dit plan, dit passage à l'action. Je vous le souhaite, vous avez un plan, le but c'est de passer à l'action. Et puis aussi et surtout, modéliser. Ça veut dire que quand on va faire un plan, on va parfois modéliser des choses qui fonctionnent peut-être pour d'autres. Comme j'ai dit, copier un modèle ou s'adapter, etc. Donc ça, c'est un plan. C'est important d'avoir un plan. Mais un plan n'est pas une stratégie. Et je pense que beaucoup de personnes confondent. Ils suivent un plan, ils sont réguliers, ils ont les objectifs financiers ou peu importe, ils suivent le déroulé, ils exécutent et ils modélisent ce qu'on leur a dit de modéliser. Mais le problème, c'est que ton plan, il peut être foireux, donc tu peux être très régulier, tu peux suivre les objectifs, tu peux suivre un déroulé, exécuter, mais c'est pas les bonnes choses. Et donc ton plan, il est foireux.
Et je crois qu'en ce moment, c'est l'incompréhension de j'ai un plan, mais j'ai pas de stratégie. Et je suis bêtement un plan, parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui se focalisent dans ce qu'ils proposent sur les plans, et pas sur la stratégie. La stratégie, c'est quoi la différence? La stratégie, c'est qu'on n'est pas dans la répétition et la régularité. Être régulier, c'est pas une stratégie. Être régulier sur les bonnes choses, c'est une stratégie. Et c'est ça que on appelle ça le feedback loop, la boucle du feedback. Une bonne stratégie, c'est je suis régulier, mais j'ai des feedbacks d'amélioration. Ça veut dire que je suis pas régulier à faire la même chose qui est l'obsession, c'est que je suis persévérant et je m'améliore. Feedback, auto-feedback, je vais vous montrer les indicateurs à suivre après sur le business, mais aussi feedback extérieur. J'ai des gens expérimentés, j'ai du recul, j'ai une équipe où on reste conscient de ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on ne suit pas bêtement le plan et la régularité, c'est qu'on l'adapte et on s'améliore et on observe les résultats au fur et à mesure. De même qu'on n'est pas juste sur des objectifs, on est sur des systèmes. Objectif, c'est bien, on va atteindre telle destination. Un système, c'est une répétition. Justement, c'est une boucle. Un système, c'est, j'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas insister dessus, mais vu que j'ai parlé tout le début du mois de juin sur la productivité, l'organisation, la structure perso et business, j'ai parlé des habitudes et des systèmes. La différence, c'est pas juste d'avoir une habitude, c'est bien, mais il faut que cette habitude soit ancrée dans un système de vie, un écosystème qui la transcende et la permette de l'améliorer avec les feedbacks. Donc système dans le business, c'est qu'est-ce qui fait tourner la boîte de façon régulière et l'améliore. De même que faut rester agile. C'est pas juste suivre un déroulé, c'est suivre, oui, un plan, mais s'adapter selon ce qui va se passer parce qu'en ce moment, ça bouge très très vite. Et je pense que beaucoup restent enfermés parce que ça les rassure, ils ont un plan, ils restent tête baissée dessus au lieu de s'adapter. Pareil, faire effet levier. L'effet levier, c'est au lieu à chaque fois d'exécuter, c'est j'exécute, j'optimise et on fait levier. Ça veut dire que plus j'avance, moins je fais d'efforts et plus j'optimise les choses pour passer à autre chose et pas rester enfermé dans de l'opérationnel. Ça, c'est important surtout pour les indépendants qui ont tendance à exécuter, s'user, s'épuiser, au lieu à un moment de se dire bon, peut-être que là, je vais faire levier en optimisant, automatisant et déléguant. Et puis surtout, adapter. C'est bien beau de suivre un plan, de modéliser, mais il faut savoir s'adapter. Parce que le monde change, le marché change. L'adaptation, ça c'est extrêmement important, savoir s'adapter, parce que comme j'ai dit, une stratégie, il y a du feedback, il y a donc l'itération, amélioration, il y a des systèmes qui tournent et qui sont réguliers, il y a une agilité et une capacité à s'adapter qui est importante, et surtout une stratégie permet de faire levier pour que, avec le temps, on fasse moins mais mieux et qu'on ait plus d'impact. C'est ça une vraie stratégie. Donc, d'abord stratégie, et à partir de la stratégie, on crée un plan. Et souvent, les gens font l'inverse. Ou alors, on vous donne des plans, mais pas les stratégies qu'il y a derrière. Donc, si le plan ne marche pas, on est bloqué. D'où l'importance de maîtriser la stratégie. Et justement, je vais vous montrer ce qui fonctionne et ce qui fait la différence. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. C'est que vous n'êtes pas obligé de lutter ou vous battre constamment, parce que finalement, ça, c'est la voie royale vers l'épuisement. Vous devez réussir avec vos valeurs, parce que je pense que trop souvent, on se dit, mais attends, je dois faire des choses qui ne sont pas dans mes valeurs, dans ce qui me correspond, et je pense qu'il faut que je me transforme en ce que je ne suis pas. Au contraire. En réalité, c'est justement à ces moments-là qu'il est le plus important de revenir sur vos valeurs, parce que c'est là que les belles choses arrivent, et vous allez voir. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire du business, et surtout de s'organiser, de gérer une entreprise, de faire du marketing et vendre, de gagner de l'argent. La bonne est celle qui s'adapte à vous, et ça, vous devez l'intégrer. Attention aux discours qui vous disent ça c'est le meilleur truc, ça c'est le bon truc. Moi je vous ai dit que là je reviens sur des bases, des fondamentaux intemporels, mais également de l'adapter ensuite à vous. Ça veut dire que les priorités que je vais vous donner, vous allez pouvoir les adapter. Vous allez vous dire ok, voici mes priorités, voici ce qui est important pour moi, mais c'est pas un truc qui sera obsolète dans 2-3 ans. C'est du fond pour réfléchir par moi-même, parce que moi, ma intention a toujours été de vous rendre autonome. Donc, vous devez au contraire adapter le bon état d'esprit et cultiver une unicité qui vous sort du lot, pour pas être dans l'attaque des clones, suivre les bonnes stratégies et les bons leviers, comme je l'ai dit, et pas juste un plan, et tenir sur la durée. Parce qu'en fait, le but, finalement, c'est de tenir. Et d'ailleurs, c'est ça que moi, je vous apporte des principes qui sont simples mais puissants, et que c'est que grâce à ça qu'on peut s'élever. Parce que je crois qu'on veut trop aller dans la complexité, ou les choses un peu, entre guillemets, fancy, qui brillent et qui sont soi-disant géniales sur le papier, mais c'est pas...
Je peux vous dire, moi, je continue de mon côté, je fais mes trucs et je m'en sors toujours pour l'instant. Mais c'est parce que justement, je ne suis pas dans cette course à chaque fois la nouveauté ou le truc ultime du moment. Au contraire, moi, je prends du recul, je me dis, ok, on peut tester des choses, mais par contre, je garde toujours mes fondamentaux. À chaque fois que, justement, quand tout le monde s'agite sur des trucs un peu nouveau, moi je reviens sur les fondamentaux. Je peux donner un exemple très basique sur Threads, qui est le nouveau réseau social qui est arrivé. Vraiment, en France, c'est arrivé fin de l'année 2023. Tout le monde s'est jeté dessus. Et moi, je me suis dit, ok, je vais y aller. Mais j'oublie pas ce qui fait qu'un réseau fonctionne. Les échanges humains, qu'est-ce qui fait que les gens vont suivre et tout. Et j'ai réussi à atteindre assez rapidement les 1000 personnes sur Thread alors que je suis parti de zéro, sans forcer, sans m'agiter. Beaucoup l'ont fait très vite et puis finalement c'est retombé. Alors que là, sur mes dernières actus, j'ai fait des posts qui ont fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues. J'en ai même un qui a atteint le million de vues sur Threads. Et pourtant, j'ai pas cherché à suivre des modes. Je me suis juste basé sur qu'est-ce qui marche dans la psychologie des gens et qu'est-ce que les gens veulent, et puis surtout être moi avec mes valeurs, ma personnalité. Donc c'est vraiment, en fait, comme je dis souvent, il y a pas, si on trouve pas un modèle, c'est que c'est à nous de le créer, à nous de créer notre propre game. Et ça, je vous en parle parce que c'est mon expérience, hein. Moi, je veux vous dire, entre 2008 et 2011, j'étais étudiant et consultant et c'était la débrouillardise. C'est vraiment, j'ai créé mon business et tout ce que je faisais, c'était proposer des prestations, vendre mon cerveau et finir mes études assez vite, parce que j'aimerais vous dire, ouais, j'ai quitté l'école et j'ai lancé ma boîte. Non, je me sens endetté de 30 000 euros pour payer mon école de commerce. Je me suis dit, va au bout, prends ton diplôme, tu vas jamais regretter d'avoir un diplôme. Par contre, bosse sur ton business pendant tes études, utilise ce temps. Et du coup, une fois sorti, j'ai commencé en 2012 à pouvoir voyager, parce que moi, je rêvais d'une chose: dès que j'ai mon diplôme, je suis indépendant et je voyage. Et justement, j'ai bien fait de commencer tôt, parce que dès 2012, j'ai commencé un peu à vivre de mon business et j'ai pu commencer à voyager. Je fais mes premières vidéos à New York et tout. Et c'était vraiment le mode, le mode laptop. C'était vraiment, j'étais en mode sur mon ordinateur, aux quatre coins du monde, et je partageais souvent des articles, des vidéos et tout. Et après, j'ai commencé en 2014 à vraiment m'intéresser à fond à tout ce qui est formation et coaching, et ça me plaisait vraiment, j'adorais transmettre, donc forcément c'était une belle opportunité. Et puis en 2017, j'ai créé Game Entrepreneur, Level Up, où là je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau dans la façon de faire, dans la pédagogie, et je me suis dit, tiens, on va peut-être gamifier un peu plus la façon de former les personnes, et surtout, comme il y avait un gros désengagement sur les formations en ligne, comment on pouvait relancer ça. J'ai lancé une grosse dynamique qui a bien marché, et puis 2023, j'ai lancé Flow Tasking, qui est plus récent, qui est sur comment intégrer la dynamique du flow dans son expansion, autant sur le plan perso et business. Et là, je suis revenu sur ma thématique forte, qui est l'organisation, la gestion du temps, mais avec toute l'expérience accumulée, notamment dans le business. Donc moi, aujourd'hui, j'aide vraiment les personnes qui ont envie de se développer dans l'entrepreneuriat, dans le business, mais aussi sur le plan personnel, mais dans une forme de fluidité. Et là où je peux pas tricher, c'est que sur ma chaîne YouTube, il y a les vidéos qui datent depuis 2012, donc on voit l'évolution, on voit que je suis là depuis longtemps, et c'est même pas une question de visibilité et tout, c'est une question de longévité. Ça veut dire que j'ai eu des hauts et des bas, j'ai tout ça, mais moi en fait, j'ai toujours été dans une croissance qui a été constante. Une croissance constante, parce qu'en 2013, j'ai faisais ce que je faisais en 2011 en un mois. En 2016, ce que je faisais en 2013 en 3 mois. En 2019, j'avais fait mon CA de 2016 en un trimestre. J'avais également en 2021 fait ce que j'avais fait en 2016 en un mois. Donc ça veut dire que tous les 3 ans, j'arrivais à avoir cette évolution. Mais par contre, je vais être honnête avec vous, 2022 a été un échec pour moi. Ça n'a pas été catastrophique, ça n'a pas été un flop. J'ai pas non plus... voilà, mais c'est que j'ai eu un gros problème de santé au milieu de l'année, juste en juillet 2022, qui a fait que j'avais investi beaucoup, j'avais pris une nouvelle équipe et tout. J'étais sur une autre dynamique. Et un peu, on va dire que mon petit monde s'est effondré. Et ce qui fait qu'en 2023, j'ai fait une grosse remontada. J'ai pété les scores, et surtout je veux vous montrer que
Ok, c'est bien beau de parler d'évolution, wow, c'est constant et tout, mais on peut aussi se casser la figure. Ça arrive, ça m'est arrivé, mais la question c'est comment on remonte. C'est ça que je vous dis que je vais pas aller dans les détails aussi des périodes où il y a eu des galères et tout, parce que j'ai pas envie de raconter ma vie pendant 10 ans, mais j'ai assez documenté pour dire qu'il y a eu des périodes de pivot, de remise en question, de galères, et souvent en fait ça revenait à ce que je vais vous donner. Ça revenait à un réalignement et se dire ok, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Parce que moi je peux vous dire, j'en vois plein passer hein, depuis des années, je suis là depuis 2000, fin des années 2000, donc j'en ai vu passer. Mais à chaque fois, c'est ouais, l'avion qui décolle, mais après il se crache. Ou alors, bon, on n'entend plus parler. Ou, je sais qu'il y a une mode et beaucoup d'entre vous se comparent à ça, mais soyez vigilants. Genre, il y a 3 ans, j'étais dans les bureaux et puis aujourd'hui, là, je suis sur une plage à vivre ma meilleure vie. Ouais, mais après, ces gens-là, ils disparaissent au bout de 3 ans. Je sais pas, en vrai, on s'en fout. Moi, je veux juste vous montrer que moi, ce qui m'intéresse, c'est je m'adresse aux personnes qui ont envie de faire des choses qui ont du sens, qui ont envie de s'éclater. Donc oui, le lifestyle, c'est cool. Je l'ai assez montré, assez vécu. Mais aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aimer le process, d'aimer le game, de tomber amoureux du process. Et que qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, c'est vrai qu'on peut parfois être tellement anxieux, même pour son business, qu'on oublie de vivre. On est tout le temps dans je veux performer, je veux de la croissance et tout, mais on oublie de vivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je me dis, peu importe les hauts et les bas, parce que l'entrepreneuriat c'est ça, euh, vivons chacun de ces moments à fond. 2022, ça a été dur, mais je l'ai vécu à fond. Donc du coup, voici les 7 leviers qui vous gardent sur le bon axe. Voici les 7 leviers qui, aujourd'hui, si vous voulez perdurer et continuer ce marathon et continuer à kiffer, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher. La première chose, c'est le bon axe. Je pense qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui perdent leur temps et je pense que ça a été le plus gros drame de 2020. C'est qu'il y a des gens qui se sont lancés en n'étant pas à leur place dans leur zone de génie. Parce que, en fait, j'ai même vu ça. Il y a des personnes qui sont bons dans quelque chose, qui vont suivre une formation business et qui vont ensuite devenir business coach. C'est dommage. Tu peux être peut-être fait pour être business coach, mais il y en a qui sont, je le sais, parce que j'en ai vu passer, c'est pas dans ta zone de génie, mais pourquoi tu veux faire ça? Reste dans ta zone de génie, mais ça demande du courage. Donc, jouez sur votre terrain favorable et sur vos avantages, là où vous êtes bon. Ne cherchez pas, parce que vous voyez qu'un truc fonctionne ou que ça a l'air de fonctionner, d'y aller. C'est bien de tester et tout, mais au bout d'un moment, je crois que beaucoup de personnes ne sont pas à leur place. Et ça, c'est le gros problème. Le bon axe, j'ai dit, le premier levier, c'est d'être aligné. Et je sais que c'est un mot qui saoule, mais oui, mais mettre de la discipline et de la persévérance sur le mauvais projet, c'est ça qui fait que beaucoup coulent aujourd'hui. C'est je suis discipliné, je suis persévérant, mais t'es pas à ta place, t'es pas censé être là. Il faut remettre de la clarté sur la vision et la mission. C'est quoi sur quoi tu veux vraiment avoir de l'impact et c'est quoi réellement ta mission de fond. Parce qu'en fait, quand ça c'est pas clair, le positionnement n'est pas assez fort sur les valeurs, sur l'unicité et sur la mission. Parce que vraiment, je vous dis, aujourd'hui, le premier pilier, c'est que vous devez être tellement très fort sur la connaissance de soi, donc de vous-même, sur vos valeurs, sur votre mission, sur ce qui vous rend unique. Quand vous avez ça, tout le reste s'aligne. Et je vous dis, avec mes clients, quand je bosse sur ça, et que parfois c'est juste un petit ajustement, parfois c'est chaud au bon endroit, mais je le fais pas encore de la bonne façon. Mais c'est normal, on apprend et tout, mais le plus grand drame, c'est pas de pas être à sa place, c'est de continuer à ne pas être à sa place, c'est de rester là où vous n'êtes pas censé être. Ça, c'est le plus gros drame. Ça, c'est vraiment, c'est que les gens, au lieu de changer, je parlais de la loupe, enfin la boucle du feedback, ils restent au mauvais endroit. Soyez conscient que oui, vous avez des valeurs, vous avez une unicité et qu'il faut la cultiver. Et quand vous alignez et le projet derrière y suit, bah, vous avez un avantage concurrentiel parce que vous êtes naturellement différent, vous jouez sur votre terrain favorable dans vos zones de génie. Donc moi je vous dis, aujourd'hui, il y a des thématiques que j'aborde depuis 15 ans maintenant, et malgré la concurrence, malgré les changements du marché et tout, je m'en sors toujours parce que je cultive ça. Et je garde ces valeurs et je garde cette unicité. Et c'est bête parce que c'est plus facile. Et je parlais du flow, c'est fluide parce que ça demande juste de rester soi. Mais ça demande du courage d'être soi. Parce qu'on est tenté, hein, quand on voit toutes les choses autour, de peut-être faire différemment, de se dire, bah, quand je me compare, je vais modéliser et tout. Mais non, ça demande du courage, mais finalement, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Le deuxième pilier et le deuxième levier, c'est de casser vos limites. Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des croyances
notamment sur l'argent, qui pensent que l'argent c'est mal, que vendre c'est mal, et du coup ils n'arrivent pas à se développer à cause de ça. Il y a des doutes. Le doute, il tue beaucoup de projets. Je doute, syndrome d'un imposteur, j'y arrive pas. Et j'ai peur. J'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de réussir, et du prix que ça va coûter. J'ai syndrome d'un imposteur, donc du coup je suis illégitime. Ces peurs-là, moi je peux vous dire que ça, c'est l'une des causes d'échec, et c'est aussi là que l'évolution, elle se fait. Parce qu'on aura beau dire, hein, je peux vous donner les meilleures stratégies du monde. Si vous doutez de vous et que vous dites ok mais de toute façon j'ai peur d'essayer parce que ça peut se planter, ou alors si je me plante et les gens en plus vont me juger, et je peux vous dire que là en plus quand il y a l'échec entrepreneurial et qu'on se dit je vais échouer devant les autres, il y a une honte qui se crée. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. On surestime à quel point les gens s'intéressent à nous, parce que les gens qui s'intéressent trop à vous et qui ont envie de vous voir échouer ne sont pas assez occupés dans leur vie. Donc est-ce que leur avis compte vraiment? Vraiment, enfin je vous dis, c'est important pour vous là aujourd'hui de comprendre que ce qui vous limite en vrai c'est vous-même. Et c'est pas j'ai pas envie de faire un discours dev perso bullshit qu'on voit tout le temps. Non, c'est vraiment une réalité, parce que je sais que moi à chaque fois que j'ai passé un palier ou que j'ai réussi à me réinventer à un moment qui était plus chaud, ça a été sur un travail de fond sur moi. Parce que parfois on reste enchaîné à des anciens modèles ou des choses qui ne nous correspondent plus, parce qu'on a peur justement de l'incertitude, d'échouer, dans l'inconfort, ou qu'on est encore enchaîné à des modes de pensée ou des croyances qui nous limitent. Et chaque palier, il demande de casser ça. Parce qu'après, oui, il y a une partie passage à l'action et bon timing. Bon timing sur ce qui compte vraiment. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est votre état, votre énergie. Parce que quand on est dans une bonne énergie, c'est là qu'on est dans les meilleures capacités intellectuelles et physiques de faire tourner sa boîte. Et quand on n'a pas de l'énergie, comment on voulait continuer dans une boîte si vous êtes raplapla? Sachant aussi qu'il y a la régularité, j'en ai parlé, mais la régularité sur les bonnes choses. Parce que la structure d'expansion, c'est sur des systèmes, c'est de la répétition. C'est je crée un système, je vais en parler après, d'acquisition de clients, un système qui va fidéliser mes clients, un système qui me permet chaque semaine de savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme levier, qu'on doit actionner comme levier pour se développer. De même que l'exécution, il faut qu'elle soit à la fois rapide, il faut être lucide, hein. C'est un peu une course contre la montre, mais sans rentrer dans une course toxique. Mais oui, il faut quand même aller vite, parce qu'à un moment, il y a une réalité que les ressources font que quand elles sont limitées ou quand il faut aller les chercher, faut quand même aller vite. Si on est beaucoup trop lent, si on met trop de temps à faire ce qu'il y a à faire, on perd aussi de l'énergie, et puis on perd des opportunités, et puis on perd aussi, comme je vous dis, l'entrepreneuriat, c'est une question de temps, c'est pas une question que d'argent, parce que les gens, en fait, ils perdent de l'argent parce qu'ils perdent du temps. Et oui, vous perdez de l'argent parce que vous avez perdu du temps. Donc vous n'avez pas de temps à perdre. Ce qui ne demande pas de se précipiter, mais qui demande au moins de faire les bonnes choses. Et les bonnes choses, ça demande d'apprendre très vite. Ça demande de vite. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou il me manque un truc, je dois l'apprendre super vite. Ça, c'est vraiment le timing, l'exécution. Il y a beaucoup de boîtes qui coulent à cause d'un mauvais timing, hein. Trop lent ou trop tôt. Mais c'est ça en fait. La régularité, les systèmes. Et quand vous avez ça et que vous l'intégrez dans la bonne stratégie, vous devenez inarrêtable. Parce que les leviers et les bonnes stratégies, j'en ai beaucoup parlé. Qu'est-ce qui fait qu'un business se développe? Déjà d'arrêter de réinventer la roue. Trop le font, hein. Ouais, mais c'est Instagram, c'est TikTok et tout. Bon, ok, mais ça va changer. Franchement, il y a 15 ans, le levier, c'était vraiment le SEO, c'était Google. Après, il y a eu YouTube, après, il y a eu la publicité, mais ça a changé. Après, il y a eu commencé à avoir Instagram et les réseaux. Ça va tout le temps changer. Par contre, le fond va pas changer. C'est est-ce que vous avez quelque chose de clair pour votre marché, une proposition de valeur. Vous n'avez pas des problèmes de visibilité. Très souvent, vous avez des problèmes, en réalité, je vous le dis, vous avez des problèmes de clarté. C'est pas clair ce que vous proposez. Parce que si vous êtes visible mais que les gens ne comprennent pas ce que vous pouvez leur apporter, à quoi ça sert? Si vous êtes visible et que les gens ne comprennent pas votre offre et pourquoi ils vont venir vers vous, à quoi ça sert? C'est ça qui est important. D'abord la clarté, et la visibilité vient après. Et donc, les vrais indicateurs que vous devez suivre. 1. L'acquisition. Oui, l'acquisition de clients. Quelle capacité à avoir des nouvelles personnes qui deviennent des clients chez nous. La conversion. Combien de ces personnes achètent et restent? Et surtout la rétention. Combien de ces personnes reviennent? En fait, c'est les trois leviers les plus importants. Et votre stratégie, ça doit être comment je peux optimiser mon acquisition, ma conversion et ma rétention. Et je crois que trop de personnes l'oublient. Ou alors ils y pensent, ils se perdent dans plein de trucs, mais ok, tu veux par exemple créer ton site, pourquoi? Acquisition, ok, mais comment les gens vont venir dessus?
Comment ça doit être clair quand ils arrivent dessus pour qu'ils achètent, qu'ils se convertissent et qu'ils reviennent après. Vous avez vu, c'est vos indicateurs de performance et les bonnes stratégies, c'est ces 3 piliers. Acquisition, conversion, rétention. Et beaucoup, on reste visibilité, on pense que acquisition. Non, mais c'est bien beau d'avoir du monde, mais combien de ces personnes deviennent des clients, les pourcentages? Et c'est aussi pour ça que là, je vais peut-être parler une autre langue pour ceux qui ne comprennent pas ces termes, mais si vous ne comprenez pas ces chiffres aujourd'hui, ben, il y a un vrai problème dans votre business. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas compliqué. La long time value, ou customer lifetime value, c'est lifetime value, c'est vraiment la valeur à vie de vos clients. Et LTV, c'est vraiment le chiffre ultime que toute entreprise doit connaître. Ça veut dire combien vous rapporte un client à vie. Là, je vulgarise à mort. Mais ça, c'est juste quand vous savez que n'importe quel client en moyenne va dépenser ça chez vous, bah, vous pouvez comparer avec le coût d'acquisition. Et le CPA, c'est cost per acquisition, ça veut dire c'est le coût d'acquisition, ça peut être en coût par lead, si c'est par exemple le CPL, c'est les coûts par lead, EPL, c'est le earn per lead, ça veut dire combien vous rapporte un lead. Après, il y a plein de façons de les écrire, les dire et tout, etc. Mais c'est la logique. En fait, je vous résume, si vous n'avez pas envie d'apprendre du jargon marketing, combien vous rapporte un client à vie, et surtout combien il vous coûte. Et combien vous coûte un lead, combien vous rapporte un lead. Si par exemple je fais de la publicité et qu'un lead me coûte, je sais pas, 1 euro et que ça me rapporte 2 euros, j'ai ce chiffre, je sais que je suis rentable. Vous avez vu, en fait, c'est juste, parfois c'est des mathématiques, et je sais que les gens n'aiment pas les maths, mais à un moment, le business, c'est des maths. Et j'ai parlé de savoir gérer une boîte, c'est là. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leur boîte parce qu'ils ne savent pas mesurer les vrais indicateurs de performance dans leur boîte. Et du coup, comme ils ne les ont pas, ils ne peuvent pas savoir. Donc, où est le problème? Parce que demain, vous avez une super acquisition, vous avez du monde, vos réseaux sociaux marchent super bien, ça buzz et tout, mais vous n'avez pas de vente. Ben, votre problème, c'est pas l'acquisition, c'est la conversion. Mais peut-être parce que l'acquisition n'est pas sur les bonnes personnes. Ou alors que les personnes arrivent et ils comprennent pas où ils doivent aller après. Donc vous savez qu'il y a un problème entre ce qui vient et ce qui achète. Donc vous savez que c'est là que le problème il est. Par contre, si vous avez des conversions et que les gens ne reviennent pas, là il y a un vrai problème, peut-être sur l'expérience client. Donc vous avez vu, c'est pour vous montrer que quand on sait quels sont les chiffres, à quel moment ça arrive, on peut corriger. C'est comme un appareil, s'il tombe en panne, on va faire un diagnostic. Donc justement, allez faire le diagnostic que vous avez en descriptif, ça va vous aider. Mais c'est pour vous dire que, là j'insiste dessus, il faut connaître qu'est-ce qui fait qu'une boîte tourne. Et savoir actionner ses leviers. Et pas juste faire des trucs parce qu'on m'a dit, c'est bien de faire un site, il faut que j'aille sur Instagram, il faut faire ceci et cela. Non, il faut mettre du contexte et il faut mesurer. Et quand je parlais de la boucle du feedback et d'une stratégie, c'est que la stratégie, le but, c'est d'aller mesurer ces indicateurs et pouvoir les adapter. Et c'est pour ça que la différence entre un bon et un mauvais marketeur, et je vous le dis et je rentre dedans, le mauvais marketeur vous dire, voici ce qui marche, le bon marketeur va dire, selon votre activité, les chiffres que j'ai mesurés et ce qu'on voit, c'est ça qui pourrait marcher, on va le tester et on va l'améliorer. Et on va adapter en fonction des tests. Un bon marketeur, il teste. Je peux vous dire, je fais du marketing depuis maintenant plus de 15 ans, c'est du test. Et même des choses où je suis persuadé d'avoir de l'expérience dessus, les chiffres parfois vont me mentir. On va comparer 2 titres, je suis persuadé que le deuxième titre est le parfait, et puis finalement, le marché a raison, il a dit que c'est ce titre-là qui fonctionne, parce qu'on a mesuré. 2 titres différents sur une page de capture par exemple, se dire ah tiens, ça c'est ça qui marche le mieux. C'est ça que je vous dis, les mauvais marketeurs sont persuadés qu'ils ont la réponse à tout, les bons marketeurs vont aller mesurer et faire des tests. Je pose ça là. Parce qu'ensuite, le levier important, c'est votre influence. Parce que forcément, vous gagnez en influence quand vous donnez aux gens ce qu'ils veulent. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à percer en business parce qu'ils sont à côté de la plaque. Ils pensent qu'à leur offre, qu'à ce qu'ils proposent, mais pas à ce que les gens veulent. Mettez-vous à la place de vos clients. Donnez aux gens ce qu'ils veulent. Essayez pas de réinventer la roue. Pareil, savoir écouter. Écouter, la vente, c'est de l'écoute. C'est ça, je le dis beaucoup à mes amis introvertis qui sont comme moi. On pense que pour vraiment vendre, il faut pitcher. Il faut être un bon communicant en mode pitch. Non, les bons vendeurs savent poser les bonnes questions et savent écouter. Je place ça là.
Être clair et spécifique. Soyez le plus clair et spécifique possible. Soyez extrêmement clair. Je crois que souvent, comme j'ai dit, hein, vous n'avez pas un problème de visibilité, vous avez un problème de clarté. Et souvent, je vois ça beaucoup, même chez mes clients qui viennent, et la différence, elle se fait là, c'est que tant que c'est pas clair pour eux, ça peut pas être clair pour vos clients à vous-même. Donc, plus vous êtes clair et spécifique dans votre communication, votre influence, plus ça marche. Donc, revenir sur de la simplicité. Quand c'est trop compliqué, les gens ne comprennent plus. Et le cash flow. Je parlais de gérer sa boîte, mais ça paraît logique, mais il y a un moment, il faut du cash. Et il faut surtout il faut être une opportunité pour vos clients. Comme j'ai dit, pensez à vos clients. En quoi, eux, ils se disent « Ah tiens, c'est une opportunité, cette offre, et je vais payer pour ça. » Parce qu'il faut être payé. À un moment, je suis obligé de le dire, il faut être payé. Il y en a trop qui font du business comme un hobby, qui ont peur de vendre et qui se disent je vais brader mes tarifs ou alors je me vends pas et j'essaie d'avoir des échanges et tout, mais au bout d'un moment, ta boîte, il n'y a pas d'argent qui rentre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de cash. Et forcément, il faut rester en zone de rentabilité. J'ai parlé des charges, donc il faut savoir gérer votre entreprise, garder l'équilibre. Donc il faut savoir combien rentre, combien sort. Mais pour ça, il faut ajuster aussi des prix et une stratégie pour qu'il y ait le cash flow qui soit positif, qu'il y ait plus qui rentre que ce qui sort. Mais ça, c'est basique, mais je crois qu'on l'oublie. Et même pour ceux qui ne sont pas formés à l'entrepreneuriat, qui connaissent même pas les concepts, pour ceux qui sont en entreprise, la TVA et tout, ils n'arrivent même pas à penser leur prix hors taxe parce qu'ils ne savent pas qu'il y a les 20% la TVA qui ne leur appartiennent pas. Je pense que sur ça, il faut être lucide sur la partie argent. Il faut comprendre comment l'argent d'une entreprise fonctionne. Et je pense que quand on ne sait pas le faire, quand on ne connaît pas ces chiffres, comment on peut redresser une boîte si on ne maîtrise pas ces chiffres? Comment on peut maintenir une boîte si on ne maîtrise pas des chiffres basiques comme ça? Donc c'est un peu peut-être moins sexy que voici comment Jean-Robert fait 300 000 euros par mois, mais si ça se trouve, Jean-Robert, il a 500 000 euros de charges par mois, il est en déficit. Ça, j'en connais tellement plein. Ils disent qu'ils font des millions et en fait, ils sont pas rentables. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est juste, c'est une logique. C'est bien beau d'aller faire le beau et de passer dans un magazine en disant que tu fais des millions. Mais il y a des boîtes qui coulent en faisant des millions. Ce qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires. Ce qui compte, c'est le bilan, c'est les résultats de l'entreprise. Donc, ça demande de rester léger. Parce que oui, je l'ai dit, hein, la simplicité. Vous devez gagner en vélocité. Ça veut dire que vous devez être plus rapide, plus puissant là. Comment être plus puissant si on est trop lourd? Comment être plus rapide si on est trop lourd? Donc, soyez ancrés dans vos fondations, ça je l'ai dit, mais soyez à la fois flexibles dans l'exécution. C'est les racines solides, vos valeurs, la vision, les fondamentaux de votre boîte, votre clientèle et tout, les stratégies fortes, et l'exécution, on est agile, on teste un truc, tac, 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 on prend les feedbacks, on améliore, on itère, on crée le système, on l'optimise, et en fait on est flexible, mais par contre on est solide parce qu'on sait pourquoi on fait les choses, et ça je crois que les fondations solides, ça vous fait naviguer dans toutes les tempêtes. Parce que, quelle que soit la tempête, je pense que ceux qui se font arracher leurs racines, c'est que les racines n'étaient pas assez ancrées. Ça veut dire qu'ils sont bâtis sur du sable. Ils ont mis des fondations là, sur du sable. Donc, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils ont peut-être plus d'ancrage et plus d'expérience pour aussi réagir. Mais vous, dès le départ, mettez ces bonnes fondations. Moi, dès que j'accompagne des personnes, dès que je forme, je fais des trucs comme ça parce qu'en fait, je sais que si ça c'est bon, le reste, tu sauras t'adapter. Tu vas être flexible, tu vas exécuter comme il faut, mais t'es solide. La différence, elle se fait là. Donc, le récap, alignement, vraiment, votre vision, votre mission, vos racines, comme je l'ai dit. S'élever en termes d'état d'esprit, de posture, ça veut dire, là j'ai parlé de continuer à travailler sur soi, dans ses croyances, ses peurs, se challenger et tout, mais en bon équilibre, parce que je crois que, comme j'ai dit, hein, la capacité de l'entreprise à exister, c'est aussi la capacité de l'entrepreneur à mener la barque, à être le leader de cette barque. Donc ensuite, il y a le timing d'exécution. La régularité, tout ça, mais soyez dans un timing régulier, soyez dans une capacité justement à passer à l'action, mais l'action intelligente, dans une stratégie de levier intemporel, mais qu'on va adapter au contexte. Ça veut dire qu'il y a des leviers, comme je l'ai dit, je vous ai montré, ces leviers-là, ces chiffres-là sont toujours là, mais par contre, la façon de les amener, la façon de les actionner va changer. Par exemple, la visibilité, à une époque, on envoyait des courriers, c'est dans la rue, aujourd'hui, on envoie des emails et c'est sur Internet, mais finalement,
L'intemporel, c'est le fait de communiquer à sa cible, et le contexte, c'est le canal qui va être adapté à où sont les gens aujourd'hui, où est l'attention aujourd'hui. Avant, il y avait de la pub dans les journaux, aujourd'hui, même à la télé, maintenant, il y a de la pub sur Internet, et même sur les services de VOD, où il faut payer un peu plus pour ne plus avoir les pubs. C'est pour vous dire à quel point maintenant, les canaux de communication, bah, ils sont adaptés à où est l'attention. Ensuite, renforcez votre influence, parce que bien entendu, la clarté de ce que vous proposez, le positionnement, tout ça, ça fera toujours une différence, et combiné à l'alignement de l'unicité, ça vous évite d'être en confrontation tout le temps direct et de réussir à vraiment vous différencier sur un marché même saturé. Et grâce à ça, vous allez pouvoir recevoir et accepter de recevoir, accepter d'être payé. Il faut que l'argent rentre, il faut des clients. On n'est pas dans un hobby, quand on a un business, ça doit être quelque chose qui est dans une optique de oui, business is business. Et je pense que beaucoup n'arrivent pas encore à l'intégrer. Alors, si vous voulez un hobby, petit revenu complémentaire, voilà, ok. Mais si vous voulez un vrai business, il faut gérer le cash flow. Et surtout, rester simple. Restez simple, parce qu'en ce moment, ça peut aller très vite. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre. Ça, si vous l'avez, je pense que la différence, ça va vraiment se faire là. Et ayant eu beaucoup de demandes, je vous propose justement, si ça vous intéresse, ça c'est un petit plus que je voulais apporter, c'est que vous pouvez télécharger les 10 ans d'expérience des 10 dernières années. C'est un peu, si vous voulez avoir accès justement à tout ce qu'il y a derrière, parce que là vous avez déjà pas mal de choses qui vont vous aider, mais si vous dites ok, moi j'ai envie d'approfondir ces piliers, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai développé la méthode GAME, et en fait c'est les stratégies et les secrets qui sont applicables. Ça veut dire que là, en fait, ça répond à la demande que j'ai le plus depuis le plus longtemps, c'est Johan, j'aimerais accéder à ton expérience, à ton cerveau. Et sachant que je propose du consulting et de l'accompagnement, c'est possible, vous voulez faire une demande, vous allez en descriptif, mais comme je ne peux pas aider tout le monde et qu'en plus, voilà, je peux rendre aussi ça plus accessible, là, vous avez eu une masterclass de presque 1 heure gratuite, et là, si vous voulez avoir accès à justement l'essence de mon expérience, je l'ai rendu accessible, et si vous le voyez à temps, vous avez en plus une réduction. Donc ça vous intéresse, la méthode GAME, c'est la genèse, comment clarifier votre mission et vos fondations. Donc tout ce qu'on a vu, comment vraiment poser les bases. Et là, je vous montre justement comment clarifier ces bases et vous rendre justement bien ancré et bien au clair sur votre unicité. Vous avez l'accélération, et là, on casse chacune des peurs, des limites et des croyances, et je vous apporte aussi une autre vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'état d'esprit. Et grâce à ça, ça va vous permettre de pouvoir booster le leadership et l'influence, mieux vous organiser. Je vous montre comment vous structurer, vous organiser pour pouvoir être bien payé. Et la méthode GAME, elle est basée sur ces piliers-là. Les fondations, les limitations qu'on casse, l'exécution, la capacité d'influence, et ensuite comment structurer justement une offre et une façon de faire pour être bien payé pour vos talents. Et c'est très synthétique. C'est vraiment un programme qui se veut synthétique, précis, mais qui se base purement sur de l'expérience. Ça veut dire que là, je suis pas là à vous donner de la théorie, c'est voici ce que je maîtrise et qui est essentiel par rapport à ces piliers. Donc ça vous intéresse, je vais pas tout détailler ici, parce que vous avez tout qui est écrit noir sur blanc, le contenu et tout, le format. C'est un programme qui s'écoute, c'est un programme qui se met en pratique et qui va vous aider, si vous voulez aller plus loin sur ça, à pouvoir aller justement plus loin sur ces différents piliers que j'ai partagés. Mais rien que ça, vous allez voir comment gagner en clarté sur où vous voulez aller et pourquoi, comment vous libérer des blocages, des doutes, des peurs, des croyances, des limitations, comment activer une réelle motivation, confiance et énergie illimitée, comment avoir les capacités et les outils pour clarifier et atteindre vos objectifs, comment atteindre plus rapidement le plein potentiel d'excellence pour être mieux payé, et puis gagner en impact, leadership, influence pour avoir plus d'abondance et vraiment avoir un rapport à l'argent beaucoup plus sain. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez les infos en dessous. Allez voir. Mais quoi qu'il arrive, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que l'idée derrière, c'est de prendre du recul, de vous recentrer et de revenir un peu sur les bases. Et grâce à ces bases, adapter la bonne stratégie. C'est vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul. Et puis, ok, voici mes bases, voici ce qui est important. Et grâce à ça, moi, je repars. Et je repars sur les bonnes choses, mes priorités, les choses simples. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous avez les infos en dessous, vous avez aussi le petit test si vous voulez faire, et si vous voulez de l'accompagnement individuel ou du conseil, même une session flash, vous pouvez prendre rendez-vous et je serai ravi de discuter avec vous. Voilà ce que je voulais vous transmettre, c'était un format long, j'hésitais à le faire en live, mais je me suis dit, vu la période, je vais le laisser en public comme ça, donc prenez ce qu'il y a à prendre, je vous laisse
Justement, méditez sur tout ça. Et puis, si vous voulez aller plus loin, méthode game, allez-y. Et si vous y prenez tôt, vous pourrez avoir une offre spéciale dessus. Donc, profitez-en. Je vous souhaite plein de succès. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.